En début de semaine, les yeux du monde étaient rivés sur les États-Unis. Donald Trump y a pour la deuxième fois prêté serment en tant que président, une pratique qui interroge de ce côté-ci de l'Atlantique. On ne va pas parler politique ce soir avec vous, Maître Sprit, mais tout de même, la prestation de serment, ça paraît anachronique, ça paraît sinon folklorique ou désuet. Avant d'en venir à cette pratique en France, quelle est la valeur d'une prestation de serment comme celle que l'on a vue ? Une prestation de serment, c'est toujours quelque chose d'assez engageant, et c'est la raison pour laquelle il y a une solennité qui s'attache à une prestation de serment. Alors là, nous venons de la vivre quasiment en direct aux États-Unis. Vous avez vu que les images qui tournaient en boucle étaient celles, notamment, lorsque le président Trump a prêté serment sur la Bible ou sur deux Bibles, si j'ai bien compris, avec une petite polémique pour savoir s'il avait bien mis la main dessus et pas la main dessus, etc. Cela étant, au-delà du côté un petit peu, je dirais, fantaisiste ou en tout cas un petit peu particulier de cette prestation de serment, se pose justement la question du geste attaché à l'évocation de ce serment. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le rapport entre le geste et la parole. Et donc, on voit que, est-ce que le geste a été suffisant pour que la parole soit assez engageante? C'est ça le problème du serment. C'est que vous avez une parole qui est donnée, mais vous avez toujours un geste qui s'attache à cette parole. C'est le rituel de la prestation de serment. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai dans n'importe quelle prestation de serment. On va revenir aux différentes prestations de serment de ce côté-ci de l'Atlantique, mais on imagine mal le président de la République, une fois élu en France, prêter serment. Alors là, on a évoqué la Bible. Pourquoi on l'imagine mal ? Pourquoi on l'imagine mal? Alors, sans doute pour des raisons historiques. Je dois dire que je ne suis pas forcément le mieux placé pour retracer le pourquoi du comment de la prestation de serment. D'ailleurs, je crois que du temps de Napoléon III, il y avait une prestation de serment. Ensuite, c'est quelque chose qui a été complètement abandonné. Notre président ne prête pas serment, mais il est garant de la Constitution. Et je dois dire que, si mes souvenirs sont bons, il y avait eu une proposition de loi par un sénateur visant à une prestation de serment du président de la République lorsque celui-ci prend ses fonctions. Alors, ça a été totalement retoqué, mais pour vous dire que il y a quelque chose, évidemment, de l'ordre de la solennité et surtout de l'engagement attaché à une prestation de serment. Alors justement, venons-en à ce vendredi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un vendredi le 19 décembre 1997. Vous avez prêté serment en tant qu'avocat, Maître Sprit. Comment ça se passe et à quoi ça vous engage ? Ça nous engage à beaucoup. Alors là, effectivement, pour ce qui concerne l'avocat, la prestation de serment l'engage entièrement. C'est-à-dire toute sa personne, rien que sa personne, est engagée par la prestation de serment qu'il fait devant les autorités judiciaires. Et quand je dis il engage toute sa personne, en ce sens qu'il l'engage dans l'exercice de sa profession, mais même au-delà. C'est-à-dire quand je sors du palais ou quand je sors de mon cabinet, je demeure avocat. Vous devez vous comporter comme tel en dehors de votre Exactement. exercice. Notre serment dit que nos engagements qui sont pris dans le cadre de l'engagement que nous faisons d'exercer notre rôle d'avocat, notre fonction d'avocat avec dignité, conscience, probité, etc. C'est vrai dans le cadre de nos fonctions, c'est vrai également en dehors de nos fonctions. Est-ce que ça vous pose des questions particulières ? Ça ouvre forcément des problèmes, mais des engagements particuliers ? Alors, pas nécessairement, mais dans sa conscience, oui. Oui, on n'est pas avocat. Vous voyez, c'est une fonction. Et quand je vous parlais aussi du geste, il faut bien voir que nous prêtons serment également en robe. Et ça, c'est très, très signifiant. Il y a à la fois un geste, nous levons la main et nous disons « je le jure », et nous portons la robe, qui est un signe distinctif de la profession d'avocat, qui veut dire notamment
que nous portons la parole de l'autre, notamment dans l'exercice de nos fonctions. C'est extrêmement important, nous disparaissons au profit de l'autre. Alors à propos de prestation de serment, alors vous n'êtes pas les seuls, hein. Les avocats, Loin s'en faut. Les commissaires aux comptes, les experts comptables, les avocats, on vient de le lire, les notaires, les architectes, les géomètres experts, douaniers, policiers, gendarmes, greffiers, officiers ministériels, médecins, la liste est assez longue. Et alors, on va passer après à l'importance de la parole et de l'écrit, mais là, j'ai rien contre les employés de la Poste, mais depuis la fin du XVIIIe siècle, une tradition engage les facteurs, agents de tri, à prêter serment. Quelle est la valeur d'une prestation de serment, pardon, hein, mais d'un facteur ? Oui, alors, mais justement, c'est parce qu'on est dans j'allais dire, dans le domaine du service public, et donc on s'engage. La prestation de serment, c'est quoi? En réalité, si on minimise, mais il ne s'agit pas de minimiser, c'est déjà un engagement. La prestation de serment, c'est s'engager à quelque chose, c'est s'engager à être quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, bon, postier ou pas postier, mais garde forestier, etc., vous vous engagez à vous comporter de telle manière dans l'exercice de vos fonctions. D'une certaine manière, c'est assez fondamental. En tout cas, c'est engageant. Enfin, un contrat de travail signé par les deux parties est aussi engageant et pourrait constituer l'équivalent d'une prestation de serment. Ça pourrait, sauf que effectivement, à multiplier les engagements, les prestations de serment, on risque effectivement de dénaturer ce qu'est une prestation de serment. Il faut bien voir que une prestation de serment, ça s'attache à une fonction. Alors, je ne dis pas qu'un salarié d'une entreprise privée n'a pas de fonction, parce qu'évidemment, il a un contrat de travail, il exerce un métier, mais ça n'est pas tout à fait du même ordre. Il y a un côté plénier dans la fonction de magistrat, dans la fonction d'avocat, mais également dans tous ceux et celles qui exercent une fonction qui est dans le périmètre de ce qu'on appelle le service public. Parce que, d'une certaine manière, vous vous donnez à tous les autres. Donc ce que vous nous dites, c'est que la parole a encore du poids, du sens en droit dans le service public. Vous faites mentir le proverbe qui dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Ah oui, alors je ne crois pas du tout à ça, moi. La parole, alors qui plus est, je dirais, pour nous chrétiens, c'est fondamental, la parole. Fondamental. L'écrit peut se déchirer, Non, on peut faire... Mais la parole, elle reste, elle demeure. D'ailleurs, on le sait très bien. Tous les psychologues vous le diront, la parole tue, hein, mais la parole peut faire du bien aussi. Donc, c'est nécessaire, la parole. Mais pour en revenir au tribunal, est-ce que des mots, s'ils ne sont pas enregistrés ou écrits, valent quelque chose ? Bien sûr. Bien sûr. Alors évidemment, tout dépend dans l'enceinte dans laquelle vous le dites, mais dans un prétoire, évidemment, il y a ce qu'on appelle un plumitif d'audience, par lequel le greffier ou l'huissier va noter ce que vous dites. Et donc votre parole vous engage, bien sûr. Donc pas seulement parce qu'on a déjà des exemples en justice de la parole de gendarmes, de policiers qui, par exemple, vous entendent, vous voient et peuvent, juste avec les déclarations que vous faites, vous poursuivre ou non. Mais vous dites, c'est pas seulement ce petit domaine particulier. Non, la parole est engageante, quelle que soit, je dirais, l'enceinte. Mais évidemment, il y a une portée d'autant plus importante lorsque, par exemple, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité. Bien évidemment, si cette vérité n'est pas retenue comme telle, ça veut dire que vous avez fait un faux témoignage. Et évidemment, ça vous engage à des sanctions pénales. C'est pour ça que ce qui est du domaine du serment, c'est-à-dire que si, par exemple, je suis témoin dans un procès d'assises, on va me demander de jurer en disant « dites la vérité, toute la vérité ». Bien évidemment, si on s'aperçoit que ce que j'ai dit n'est pas vérité, bien évidemment, ça risque de me poser d'énormes problèmes sur le plan personnel et pénal, bien évidemment, parce que c'est extrêmement engageant, la parole. Le parjure peut avoir des conséquences très lourdes. Oui, ça c'est certain, parce que le code pénal le prévoit. Donc il y a bien des sanctions à la fois d'amende et même d'emprisonnement, selon évidemment la gravité du parjure. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, évidemment, on prend le serment, notamment dans le cadre des procès d'assises, ou en tout cas l'engagement très solennel de dire la vérité, mais
il est vrai aussi, tout à l'heure vous avez fait allusion au postier, je pensais en venant ici à cette émission à la personne qui a dû jurer, c'est le terme, hein, jurer, dans le cadre d'un engagement à la RATP. Donc on n'est pas à la Poste, mais on est à la RATP. Il y avait une prestation de serment. Cette personne a refusé de dire « je jure ». Elle a été licenciée. Et pourquoi a-t-elle été licenciée? Parce qu'on a dit vous ne conformez pas à ce que le règlement intérieur de la RATP prévoit, et même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a une loi sur la RATP, encore une fois, service public, etc. Bon, bref. Toujours est-il que cette personne a perdu son emploi, mais elle a expliqué qu'elle n'avait pas voulu dire « je le jure », parce que pour elle, compte tenu de ses convictions religieuses, elle ne pouvait pas dire « je le jure » à un formulaire de la RATP. Ça a été jusqu'à la Cour de cassation. C'est pour ça que je vous en parle, puisque effectivement les juridictions du fond ont été en désaccord et la Cour de cassation a fini par trancher. Et elle a donné raison à la salariée. C'est très intéressant parce que c'est la formule, et tout à l'heure vous parliez de la parole, dire « je le jure », ça n'est pas rien. Et donc cette personne, la Cour de cassation a considéré que, eu égard à ses convictions religieuses qui sont infiniment respectables parce que ça fait partie de son être, eh bien, un employeur, fût-il la RATP, ne pouvait pas lui demander de dire « je le jure ». Par contre, elle devait s'engager. Et la Cour de cassation a dit quelque chose d'important. Elle a dit que dire « je le jure » ou dire « je m'engage à respecter », etc., c'était la même chose. Et en tout cas que c'était plus conciliable avec ses convictions religieuses qui devaient être totalement respectées. Donc vous voyez, on est dans des sables mouvants quand même, parce que dire prestation de serment ne veut pas dire je le jure, ou en tout cas dans l'expression, il faut bien comprendre la nuance, ça n'est pas tout à fait pareil. Et donc aujourd'hui, je peux prêter serment sans dire je le jure. Ce qui est plus en accord avec les convictions notamment de gens qui nous écoutent très certainement et d'un chrétien convaincu. Voilà, parce qu'on sait bien que pour les chrétiens, c'est compliqué de dire « je le jure ».